Allez, nous sommes en live. Ouais, incroyable. Je baisse la musique, audio de King, un stream de qualité. Salut à tous et bienvenue. Bienvenue sur ce stream, bienvenue sur cette soirée du coup qui démarre avec quoi? Qui démarre avec un petit meet-up. Un petit meet-up des familles qu'on va lancer incessamment sous peu, parce que bien évidemment nous ne sommes pas en retard. C'était noté 18h et il est 18h pile, ça tombe très très bien. Dites-moi au niveau du son si ça vous va, mais normalement on est bon. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ouais, on va commencer très brièvement par le planning de ce soir. Ce soir on a quoi? Ce soir on a un petit meet-up bien sympa avec Louis sur le déploiement des applications VR. Comment est-ce qu'on déploie du coup des applications? On verra du coup les problématiques. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Oui, 18h pile. Merci, merci à toi. Et on nous dit que le son est nickel. Ok, bah, impeccable. J'espère que quand on accueillera Louis là, incessamment sous peu, j'espère que le mixage sera bon. En tout cas, on commence du coup effectivement avec le déploiement. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué de déployer des applications professionnelles en VR ou pas? Nous allons voir ça tout de suite. On enchaînera derrière avec l'émission de news présentée par Mathieu, qui nous rejoindra. Ramez, Louis et moi-même. On vous fera du coup l'actualité. Vous allez voir, il y a des trucs vraiment passionnants qui sont arrivés là du coup cette semaine. Donc c'est plutôt cool et plutôt bon signe, en tout cas pour la VR, on a pas mal de choses à vous montrer. On enchaîne derrière avec Lenny qui nous fera des trucs. Je me suis pas spoilé, donc là-dessus je peux pas vous en dire plus. En tout cas, on est ravis de l'accueillir. Et derrière le let's play collaboratif, donc vous connaissez le principe du let's play collaboratif, c'est un jeu sur lequel on se passe les sauvegardes. Et du coup, comme ça nous permet ça vous permet en fait de voir le jeu sous divers angles, les différents angles du coup des streamers, pardon. On a entamé Half-Life Alyx, on en entamera d'autres, pardon, excusez-moi pour mon élocution. Je suis en train de lire en même temps, c'est pour ça. On en entamera d'autres du coup, et c'est ça. Et le principe, bien évidemment, c'est qu'on se fasse des crasses entre nous. Donc, j'ai cru comprendre, en tout cas en backstage, effectivement, que Lenny n'a pas laissé beaucoup de munitions à Nardiner qui prendra la suite sur Half-Life dans une partie plutôt difficile du chapitre 3, si mes souvenirs sont bons. Ok. Bon, ça c'était pour la petite présentation. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Félicitations, vous venez de rentrer dans un stream de haut vol. On vous le rappelle, ici WebTV ETR. Nous sommes en bêta jusqu'au mois de mars. En tout cas, j'espère que les programmes vous plaisent. Salut à toi Dardy. Ça va le faire quand même, il nous dit un petit message de soutien à Nardiner. J'espère que du coup les programmes vous plaisent. On a beaucoup de choses sous la pédale qu'on va débrayer là, comme ça, direct à cette fin d'année. Les vacances, bien évidemment, seront un petit peu particulières. Je vais stream, moi, personnellement, beaucoup plus. Je connais encore pas trop les horaires, mais on modifiera le programme au fil de l'eau. En tout cas, bienvenue. Et là, on accueille tout de suite Louis. Salut à toi. Comment vas-tu? Salut à tous. Bah super bien et toi? Ouais. Oula. Du coup, attends, t'es pas dans le cadre. Oh là. La cata. T'es pas tout à fait dans le cadre. Alors attends, bouge pas. Hop, je te remets bien. Bien évidemment, les gens n'ont rien vu. Un stream de qualité. Voilà. C'est les magies de la technique, ça. On ne voit jamais les erreurs. La magie de la technique. Et bien, du coup, donc tout va bien. Le couvre-feu, tout ça, ça se passe bien. Bah écoute, ouais, on va expérimenter le premier retour de couvre-feu après les news, mais ouais, a priori, tout va bien à Paris. Ouais. Top. Et du coup, avec toi, donc du coup, on va parler de déploiement en VR. Alors du coup, je vais te laisser bien évidemment la main. C'est le principe de ce genre d'émission. C'est toi l'expert sur le domaine. C'est toi qui vas parler. Par contre, je voudrais juste qu'on s'entende. Salut Scooby-Doo et bienvenue. Je voudrais juste qu'on s'entende sur un petit peu ce que ça veut dire en fait, tout simplement le déploiement en VR. Enfin, qu'est-ce que le déploiement du coup? Bah, en gros, le déploiement, c'est vraiment la deuxième phase de vie d'un projet. D'abord, on commence par faire une preuve de concept où on va poser la base de ce qu'on a envie de faire, on va développer un soft, on va l'acheter, on va sélectionner des casques, etc. Ouais. Et puis c'est ce moment où on a tout sur la table et on va se poser la question de maintenant comment est-ce qu'on fait
pour pouvoir en déployer, je sais pas, 1500 sur 10 sites ou 25 dans une seule salle. Mais dans tous les cas, il y a des questions qui vont se poser avec. De comment est-ce qu'on va organiser tout ça, que ce soit en termes de stratégie, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de matériel, voilà. Et c'est vraiment toute cette dimension-là qu'on va regarder aujourd'hui, et on va regarder ça avec un très beau cas d'école qui est très connu dans le monde du pro, qui est Walmart. Parce que Walmart, on va en parler après, mais ils sont des chiffres assez déments en termes de déploiement. Une enseigne peu connue, hein, bien sûr. Alors, peu connue en Exact. France, non, j'allais blaguer, mais en vrai, effectivement, Walmart en France, c'est très 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 peu connu. Par contre, ça reste l'équivalent d'un Carrefour, en bien plus grand, hein, forcément, aux États-Unis. C'est bien ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une des très très grosses marques de distribution et de retail aux États-Unis. Il y a vraiment tout dans les Walmart. Et ils ont fait un truc qui est assez dément, pour le coup, et à ma connaissance, inégalé aujourd'hui ailleurs dans le monde. Donc, Ok. c'est pour ça que c'est un joli cas. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, je te propose, hop, moi, alors que je règle un petit coup ma cam, bien sûr, je te propose qu'on démarre tout de suite. Et du coup, en titre, tu as choisi, donc, du coup, pourquoi les technologies XR ne sont pas mainstream dans les organisations. Exactement, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de XR. Voilà, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous êtes, on en voit dans la culture, la santé, l'industrie, la formation, le retail, le marketing, la communication. Tout le monde a essayé de faire des trucs, on a tous pu plus ou moins essayer de la VR. Et en même temps, c'est pas encore l'outil de travail de demain qui est complètement déployé, qui est complètement utilisé et qu'on a à côté de notre bureau, comme on peut avoir notre téléphone portable ou notre PC. Donc c'est vraiment là-dessus. Donc, et pour ça, il faut comprendre qu'il y a un espèce de paradoxe sur la VR, qui est qu'on nous parle depuis maintenant longtemps du fait que la VR va, dans 5 ans, être le nouveau marché qui explose. Mhm. Ce dont on se rend compte, c'est que déjà, la VR, c'est une technologie qui est ancienne, hein. Début de la VR, c'est 68, c'est Sutherland, c'est l'armée, et après, c'est l'industrie. Donc, on a un historique de la VR qui est vieux, et en fait, le début, au moment où ça commence à exploser, c'est 2014. Ok. On passera sur les tentatives de Nintendo, on passera sur les caves des années 90, Oui. parce que c'était des systèmes qui ont peu marché, parce qu'ils étaient très onéreux ou pas aboutis dans le cas des casques. Et surtout en fait, très 2014, spécialisé, finalement. Enfin, dans le cadre de Nintendo, c'était ouais, c'est vraiment ça. extrêmement spécialisé dans le domaine des jeux vidéo, et encore certains types de jeux vidéo. Donc, oui, et effectivement. C'est exactement ça. Et puis pour les caves, c'était très industriel en fait. On était très sur quelque chose de. Alors attends, parce que là, moi j'ai un écran blanc. Faute. Attends, je reviens. Faute. Faute. Attends, c'est bon. Non, Je pense qu'on doit être de retour. après, je suis revenu, Ouais. je suis revenu sur nos cams. Non, pour l'instant, j'ai pas les slides, j'ai l'écran blanc, malheureusement. Donc, hésite pas à... Écoute, j'essaye de le rebasculer. Normalement, ça devrait être pas mal. Je sais pas si. Dis-moi si Non. tu le revois. En fait, dès que t'es pas en pleine slide... Non, bah c'est pas grave. Bah écoute, on peut faire effectivement avec ce qu'on voit à l'écran. C'est parfait, hein. C'est parfait. Ok. Merci à John Prowen, hein, qui a follow la chaîne. Merci beaucoup à toi. Installe-toi. Et du coup, on laisse place à Louis. Et donc, ouais, tu vois, c'est exactement ce qu'on disait. Et les caves, par exemple, c'était très spécifique et très industriel. C'était des systèmes, voilà, moi j'en ai vu encore installés en 2015. 2015, pour les plus aboutis, les plus performants, c'était dans les 800 000 euros. Parce qu'il faut comprendre qu'il faut des espaces énormes. C'est 2 projecteurs par phase, 10 projecteurs, c'est un PC par projecteur. Enfin voilà, c'est l'installation qui est lourde. 800 Et 000 donc, c'est euros pour ça que c'est pas. Ouais, 800 000 euros. Moi, dans mes souvenirs, c'était 1 million, mais ça devait compter la TMA et compagnie. Ou alors, il y avait des prix à... Mais ouais, non, mais c'était hors de prix, en effet. C'est pour ça, vous donner un ordre de Black grandeur. Friday. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais non, en fait, c'était très très cher. Bon, par contre, ça permettait quand même de commencer à faire des trucs et assez puissants, parce qu'on avait quand même des qualités d'image par rapport à ce qu'on avait dans les casques qui étaient importantes. En fait, c'est 2014 qui change. Ouais. Je te coupe juste 2 secondes, excuse-moi. On peut peut-être juste expliciter un petit peu le terme cave, parce qu'effectivement, ça nous parle à nous, parce qu'on en a déjà visité, utilisé, mais qu'est-ce qu'une cave? Et salue-moi, En fait, au passage.
Un cave, pour faire simple, c'est une espèce de cube en verre dont il manque une face parce qu'on va rentrer dedans. Sur l'extérieur du cave, on va projeter une image, d'ailleurs 2 par face, pour Mhm. créer une image stéréoscopique. Et à l'intérieur du cave, on a une paire de lunettes, comme au cinéma, qui est suivie par des capteurs dans le cave, et ça va nous donner sur les faces une illusion de profondeur, et ce qui est au milieu du cave va ressortir un peu comme un hologramme. Voilà. Donc Ok. ça permettait de visualiser, de se déplacer dans des environnements. Ouais. Bien souvent, la techno utilisée, hein, c'était le petit track, du coup. Exactement. Techno encore utilisée, hein, d'ailleurs, à nos jours. Bah, beaucoup moins, forcément, depuis l'avènement des casques, mais ça, voilà, je te laisse la main dessus. Bah, ça a l'avantage, le petit track, tu as tout à fait raison, hein. C'est ça qui était utilisé dans les caves, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les systèmes de tracking Lighthouse, etc. Tout à fait. Mais surtout, et c'est encore utilisé aujourd'hui, parce que ça reste quand même le plus précis. Voilà, c'est des systèmes. Bon, par contre, c'est super cher, mais en termes de précision de suivi, on ne fait pas mieux aujourd'hui. Après, c'est toujours la question du besoin. Est-ce qu'on a besoin d'être très très précis ou au millimètre près, on passe avec. Voilà. Et donc, 2014, tu arrives sur les fameux cardboards qui, en fait, ont permis à tout le monde, à peu près, d'essayer. Puisqu'on s'est retrouvé avec pas mal d'expériences, notamment commerciales, voilà, pour nous faire découvrir des marques. On nous mettait un cardboard Mhm. et on pouvait aller explorer des Bio300, des choses, etc. Puis après, c'est toute l'accélération à cette époque-là. Facebook, pour 3 milliards, rachète Oculus. Puis on a le Rift, l'Oculus, tout ça. Et en fait, ce que ça dit, c'est que déjà, l'usage de la techno est récent, même si la techno en tant que telle est ancienne. L'usage de la techno dans le grand public et de manière à déployer en fait largement la techno, c'est plutôt 2014, Mhm. voilà, où on peut commencer à envisager des choses. Et ça dit que le domaine est en train d'accélérer énormément depuis 2014. En fait, entre 2014 et 2020, voilà, mon diagramme est un peu ancien, je suis désolé. On voit quand même cette explosion de brevets. Entre 2008 et 2014, ça commence à frémir. Et 2014, 2015, 2016, là, ça y est, on s'envole Ouais. pour avoir vraiment un domaine qui est très riche en termes de R&D. Et en fait, ça, pourquoi? Parce qu'on a Facebook, Google, Microsoft, HTC, Valve qui sont sur le domaine et qui y croient. Voilà, je Apple disais aussi. tout à l'heure que ouais, Apple qui s'y met avec les lunettes. Là, on attend avec impatience les lunettes de réalité augmentée Mhm. d'Apple en 21, si je dis pas de bêtises. Ça devrait. Bon, après, Euh, on va leur laisser le délai Covid habituel qu'on laisse à tout le monde. On va se dire 2022, mais c'est oui, ça. en effet, hein, je rebondis juste 2 secondes effectivement sur les brevets. C'est qu'il y a énormément de personnes de l'ombre. Typiquement, là, on voit dans tes logos, hein, on a du Amazon, on a du Huawei, on a du Wacom. Autant d'entreprises en fait qui, bah, pour l'instant, ne sont pas des acteurs, mais travaillent énormément en tâche de fond en mode R&D, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et en fait, notamment sur la réalité augmentée, on n'y est pas encore, mais il va y avoir une bataille qui va être démente entre Apple avec ses lunettes, et on connaît euh, l'acceptabilité des produits Apple sur leur base de marché. Voilà, en général, ça rentre assez vite et ça se répand bien. Facebook qui va arriver avec sa force de frappe sur la réalité augmentée. Et là, ils ont commencé à travailler très fort dessus, et le Quest n'est qu'une étape dans leur stratégie globale, Mm. et ils ont une stratégie qui est assez démarquée. On Voilà. nous dit, hein, je te coupe avant de passer à la prochaine slide, hein, John Pro qui nous dit: j'ai l'impression que la première année de la VR, ça commence finalement en 2019, et c'est pas faux en fait, et ça correspond à l'avènement d'un casque bien précis, en vrai. Exactement, c'est l'avènement du Quest en fait. Mhm. C'est le moment où on a un casque qui est puissant, qui est pas cher, qui est à 400 € je crois l'année de sa sortie, ou 450, 150, et ouais. où on se retrouve. Ouais, c'est ça. Et 450 qui n'a pas besoin de frais supplémentaires, contrairement au Rift, où il fallait quand même un PC à minimum 1200 balles derrière pour que ça fonctionne. Mhm. Euh, et il n'y a plus de fil. Et là, on récupère une espèce de liberté, ça devient une vraie console accessible pour tout le monde. Et c'est là où ça explose dans le grand public, en tout cas. Ouais, ouais, tout à fait. Et, et d'ailleurs, pour la petite blague, c'est l'année du gros coup de Walmart, où ils ont, en parallèle de ça, pu faire le déploiement, dont on va parler juste après. Ok, Donc, très bonne et transition pour donc. finir, exactement. Euh, je vais sauter les freins et on y reviendra un peu après. D'accord. Du coup, on va attaquer sur Walmart. En 2019, ils ont déployé 17 000 casques dans 4 500 magasins. Ils ont formé 800 000 collaborateurs et ils ont déployé 45 formations. Ce qui est énorme, en fait. On ne se rend pas compte du travail démentiel qu'il y a à mettre derrière, mais
On est vraiment là sur un vrai déploiement d'envergure à l'échelle du pays et qui va impacter l'intégralité des collaborateurs du groupe. On a vraiment une transformation de la méthode de formation chez Walmart avec ce déploiement. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils en faisaient alors du coup de cette formation? Eh ben écoute, ils faisaient pas mal de formations à destination de leurs vendeurs. En fait, là, sur les magasins, ils sont vraiment sur un système en auto-formation pour pouvoir euh, avoir les employés qui vont se former eux-mêmes à l'utilisation euh, de nouvelles méthodes. Ils ont par exemple une formation sur... Ils ont fait des tours de picking où les gens commandent en ligne, puis ils viennent à la tour et il y a leurs produits qui y sont. Ils vont former leur personnel pour le Black Friday, parce qu'on connaît tous ces très très belles images de furie aux États-Unis où les gens se jettent sous les grilles pour s'arracher les produits. Ça, ouais. Et je pense que pour les employés qui ne l'ont jamais vécu, même ceux qui l'ont vécu, ça doit quand même pas être une expérience facile à gérer. Et donc ils les forment avec la VR pour leur permettre de se mettre dans la situation avant et justement d'être à peu près quoi, à ce qui va leur tomber dessus. Ok, donc voilà. du coup, si on globalise, du coup, c'est gestion des procédures. En gros, c'est ça, hein, qu'on peut retrouver également chez les chirurgiens. Hein, du coup, gestion des procédures, gestion du stress, Ouais, et du coup, gestion de l'imprévu d'une façon générale. Ok, bon, c'est top. Ok. c'est ça. Et après, tu vois, il me semble qu'ils travaillent sur des choses un peu sur le psychosocial, tu vois, Mhm. en mode formation à la discrimination, à la lutte Ouais, contre la discrimination, contre le sexisme, etc., qui sont des sujets qui marchent très très bien avec la réalité virtuelle. tout à fait. Ouais. Et donc, la question qui se pose, c'est un peu pourquoi est-ce que eux, ils ont réussi à avoir ces chiffres-là, alors qu'aucune autre entreprise, en tout cas à ma connaissance, n'a réussi à faire quelque chose de cette envergure. Et en fait, la différence entre ce déploiement et moi tous les autres que j'ai pu voir, c'est qu'ils ont une pensée de long terme. En fait, ils ont pensé global à l'échelle de leur entreprise, ils ont pensé dans le temps. Voilà, c'était pas un projet où on achète et vite, 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 faut arriver à quelque chose. Ils ont vraiment pensé tout un ensemble. Il y a un partenariat qui est très structurant avec Oculus et Streer VR, donc Oculus, producteur de casques, Streer VR, producteur d'applications. Petite boîte qui a explosé depuis ce projet, hein, d'ailleurs. Ils ont un carnet de commandes démentiel. Ils ont fait des parcours de formation pensés VR, ce qui fait que tout de suite, on a une ingénierie pédagogique des contenus qui est faite pour la réalité virtuelle. On ne s'est pas contenté de prendre un parcours de formation classique pour le transférer en réalité virtuelle. On a vraiment pensé tout l'ensemble. Ils ont formé, alors pas vraiment les formateurs, mais plutôt les managers. Enfin, en tout cas, ils ont une stratégie de formation qui est très descendante pour créer l'adhésion de tous les étages de leur pyramide décisionnelle afin que le déploiement se passe bien. Le déploiement lent dont j'ai parlé juste avant, et on va et voilà, et tout ça, ça dépeint vraiment une stratégie groupe d'ensemble pour aller vers cette technologie qui doit transformer leur pratique de travail et de formation. Ok, c'est clair. Donc, sur la temporalité du projet, tiens, une petite faute de frappe sur ma slide. Donc, pour déployer en 2019, ils ont commencé à travailler en 2016, à officialiser le travail en 2016 avec un partenariat avec Oculus. Ce dont on peut être sûr, et là les sources sont plus ou moins complexes à trouver, mais ce dont on est sûr, c'est qu'ils ont commencé à travailler avant sur la réalité virtuelle. Ils ont dû faire des expérimentations depuis avec le DK1, depuis le 2014. DK2, voilà, exactement. Okay. Mais voilà, à l'été 2016, en gros, ils vont signer un partenariat avec Oculus qui va quand même être une grosse pierre fondateur. Et début 2017, derrière, ils vont aller chercher Streer VR. Moi, à mon avis, ils étaient en discussion avec Oculus pour aller chercher un partenaire producteur de contenu, et Oculus les a aussi aiguillés vers cette boîte-là, qui faisait déjà à l'époque des très bons contenus. Okay. Et donc, on a ces deux partenariats-là qui vont se créer et qui vont permettre de poser une base solide de discussion pour la suite des événements. À l'été 2017, donc après 6 mois de taf, grosso modo, ils vont commencer à expérimenter dans les académies Walmart. Alors, les académies Walmart, c'est vraiment des centres de formation groupe, et il y en a une 50aine dans le pays aux États-Unis. Et c'est là où ils font passer leurs managers, ils vont faire passer certains de leurs employés quand ils doivent monter en grade ou en performance, etc. Enfin voilà, c'est le lieu de formation de Walmart extérieur au magasin.
D'accord, Et ok. en gros, là, c'est la petite image qu'on a au-dessus. Celle-là, elle a été prise dans les académies. Et dans les académies, ils ont déployé des Rift 1 avec des PC. Et il y avait un Rift par session. Et en gros, ils avaient une personne qui était immergée, les autres personnes qui venaient regarder la séquence, et Mhm. le formateur qui encadre le tout et qui guide et qui explique comment ça se passe. C'est ça. Quel est l'intérêt d'avoir fait un truc comme ça? C'est que je parlais juste avant de la nécessité d'intégrer toute la pyramide de formation au processus de décision. Et ben en fait, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Parce que vu que dans ces académies passent tous leurs managers et jusqu'au plus haut niveau, et ben en fait, toute leur chaîne d'un coup a été sensibilisée au sujet VR. Et en fait, c'est plus un gadget qui tombe sur leur bureau, ça devient un outil de travail qu'ils ont déjà manipulé et qu'ils ont déjà vu. Donc on sort de cette dimension expérimentation, nouveauté, au moment où ça arrive dans les magasins. Et donc en Ok. gros, fin 2017, ils l'ont déployé dans l'ensemble des académies. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est un premier test sur 3 académies de mémoire, et ensuite on déploie sur l'ensemble des académies. Début 2018, ils ont fait la même chose. Ils ont sélectionné une vingtaine de magasins sur l'ensemble du pays et ils ont déployé des Go ce coup-ci, donc ça c'est l'image du dessous, en auto-formation pour les employés. Ok. L'expérimentation va tourner pendant 6 mois jusqu'à mi-2018, et à mi-2018, ils prennent la décision du déploiement sur l'ensemble des Massif. magasins, et c'est ça. Et c'est comme ça qu'on retombe sur les chiffres du début. En fait, ils ont commencé à déployer de mémoire en octobre 2018, et les chiffres que j'ai donnés étaient de mars 2019. Donc voilà, Ok. en 5 Ok. Ok. mois, ils ont réussi à avoir ces chiffres-là qui sont importants. Mais en fait, le plus important dans l'histoire de Walmart, c'est pas vraiment quels sont ces chiffres-là, quels sont ces chiffres, mais tout le travail qui est en amont et le temps qui est en amont pour que ça fonctionne. Et pour moi, ce qu'il faut retirer de cette histoire-là, c'est Walmart a mis 3 ans à le faire. Ça veut dire que demain, une entreprise qui veut s'y mettre ne peut pas décider de le faire en 6 mois. Parce qu'il y a quand même des étapes de la conduite du changement qui sont à respecter. On doit créer des pilotes, on doit penser sur un déploiement Ouais, bien sûr. euh, qui va être global. Des choses qu'on sait très bien faire d'ailleurs dans d'autres sujets, mais que en général, dans la tech, ça passe un peu à côté. Ouais. On a quand même déjà Non, quelques puis exemples. au-delà de l'aspect technique, en lui-même, où effectivement, comme tu le disais, c'est déjà assez complexe et on sait, mais bon, ça, j'ai envie de dire, ça, pour tous ces trucs-là, on a les procédures. Il y a aussi l'approbation des employés, c'est-à-dire que c'est eux qui vont devoir se faire former par les casques VR, et il faut absolument qu'ils soient bah, OK avec ça, parce que mine de rien, on a beau être aux États-Unis, on a beau être à Walmart, si les employés disent non, bah, c'est un projet qui aurait été voué à l'échec. C'est pas non C'est plus une exactement ça. dictature. Donc effectivement, il faut y aller petit à petit pour, bah, comme ça, en fait, amener les gens à penser que demain, leur outil de formation pourra être un casque de VR. C'est ça, et que ce soit surtout un outil complémentaire aux choses qui se font déjà avec des formateurs. Mhm. Ça peut pas, voilà, Walmart n'a pas remplacé l'intégralité de ses formations par ça. Ils ont rajouté des systèmes d'exercice, entre guillemets, ou d'évaluation ou d'auto-formation complémentaires à ce qui se fait au reste. Oui, tout à fait. Voilà, on supprime pas un métier pour en faire autre chose. C'est un complément à ce qui a déjà été fait. En Ouais. tout cas, au début. Alors maintenant, je me suis Le pas renseigné fameux, récemment sur le Camera. le fameux on nouvelle notre travail, effectivement, non, c'est qu'en Voilà, fait, le travail évolue, hein, c'est ça avec le marché, quoi. c'est exactement ça. Et moi, c'est quelque chose que je dis souvent. Si vous voulez déployer ce genre de choses, et notamment avoir l'approbation en fait des équipes et de l'ensemble de l'entreprise pour que ce déploiement se passe bien, il faut Mhm. prendre le temps d'expliquer les choses aux personnes. Bien D'une sûr. part, pour qu'elles soient OK avec la démarche, OK avec l'outil, pour qu'on soit capable en fait de- d'avoir quelque chose qui se passe de la manière la plus fluide possible. On aura toujours des réfractaires au changement. C'est normal. C'est la base de la conduite du changement. Oui. Les gens n'ont pas envie d'évoluer. Mais si on leur apporte les choses intelligemment, si on leur montre que ça va leur faire gagner du temps, que ça va leur permettre d'apprendre différemment, mieux, de collaborer mieux, Complètement. et ben au final, on arrive à construire quelque chose qui fonctionne. D'accord. Et donc, maintenant, on se pose un peu la question de quels vont être les freins, en fait, pourquoi est-ce que Walmart a réussi et tous les autres pas. Alors ça, c'est une diapo qui est très, très personnelle.
ça m'étonnerait pas que beaucoup de gens soient pas d'accord avec moi. Mais pour moi, On va les en parler. problèmes, les problèmes les plus répandus dans les entreprises quand on en vient aux technologies XR, c'est cette liste-là. Donc l'héritage des cardboards 2014, l'article là, l'entête d'article avec la jeune femme avec un cardboard et Will Virtual Reality Pass the Sickness Test, c'est un article de fin 2018. Donc quand même 4 ans après les cardboards, où on Très a récent au final. c'est ça, on a le Quest qui était annoncé, on a le Rift qui est complètement sorti, le Vive Pro, l'Oculus Go, voilà, et où les problèmes de motion sickness ont quand même été franchement réduits. Il y a toujours des personnes qui auront de la motion sickness, c'est normal, c'est personnel, mais on n'a plus cet effet qu'on avait dans les cardboards, où une personne sur deux qui ont essayé un cardboard sont sortis malades parce qu'on les a mis dans un roller coaster avec quelque chose qui n'était pas adapté pour faire un casque. Ouais. Donc bon, voilà, moi je pense que l'héritage des cardboards pose ce problème-là, parce que dans le monde du pro, moi je l'entends souvent de non mais la VR ça rend malade. Tout à fait. Oui mais non en fait. Voilà. Donc, en fait, ça dépend de son utilisation, effectivement. C'est ça. Si on est sur quelque chose en 6 degrés de liberté, donc on peut se déplacer, interagir, et qu'il n'y a pas de déplacement, mais on va travailler sur un établi par exemple pour monter, je sais pas moi, un assemblage X ou Y. Moi, j'en ai fait essayer plein des comme ça à des gens, j'ai jamais vu personne en sortir malade. Ah, bien sûr, non. Après, effectivement, il y a aussi un truc. Enfin, il y a le cardboard, effectivement, et il y a aussi le côté. Alors, c'était sûrement pas le cas pour Walmart, mais il y a aussi le côté de les premières entreprises, moi que j'ai connues, qui se sont mis à la XR. Il y allait un petit peu de leur sauce au niveau des PC, au niveau du framerate, au niveau de. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il y avait non seulement les techniques effectivement de déploiement, et l'UX, en fait, d'un point de vue général, c'est-à-dire que c'était pas vraiment maîtrisé, c'était un petit peu la foire à la saucisse. Là-dessus, chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Et puis le côté aussi, on s'inquiète pas trop de la technique, pas trop du framerate. Et c'est normal, parce que tout ça coûtait une blinde. Donc quand les entrepreneurs voyaient qu'il fallait mettre 2000 € dans un PC de gamer, alors déjà, rien que le nom PC de gamer, je pense que ça leur hérissait le poil, parce qu'il porte très mal son nom. Mais du coup, voilà, c'est ça. Il y avait aussi cette notion de framerate et autres. Et une application qui rame rend malade même les cerveaux les plus aguerris, j'ai envie de dire, forcément. Ouais, on est bien d'accord. Hein. Moi, je me suis collé une motion sickness il y a pas longtemps parce que j'ai fait n'importe quoi. Voilà, on y arrive encore, hein, c'est pas la question. Mais ça évolue en tout cas, et dans le bon sens. Tout à fait. Et j'aime bien ce que tu me dis à l'instant, parce que ça me permet de rebondir sur le deuxième point. Pour moi, il y a ce sentiment qu'on est face à une technologie qui est simple et maîtrisée. Et notamment, on le voit vachement dans les salons où c'est super facile d'acheter un casque. C'est super facile d'acheter un contenu qui pourrait répondre à un besoin qu'on a. Et en gros, on se dit que c'est une techno qu'on va déployer comme les autres technos. Voilà, c'est des PC ou c'est un appareil mobile, voilà, ça se fait, alors que pas du tout. Il y a tout un paquet de trucs qui viennent autour de la VR, notamment juste la reprise des espaces pour que ça fonctionne et la conception des espaces, notamment en formation. Voilà, comment est-ce qu'on peut pas faire de VR dans une salle de classe, je vais dire bus, la salle de classe classique avec les chaises toutes dans l'ordre, avec les tables. Voilà, il n'y a pas d'espace pour se déplacer, on peut pas faire de VR. Donc il faut repenser ça et être d'accord pour dire qu'on ne sait pas. Voilà, ce qui est toujours très difficile à faire, on est bien d'accord. Alors, je rebondis juste sur le côté bus, parce que c'est très intéressant, et je viens de voir, et d'ailleurs je leur en félicite, si jamais ils nous regardent, je suivais de près en fait deux thésards qui travaillaient pour un grand groupe de parcs d'attractions européens, sur une grande marque américaine. Bref, on les citera pas. Mais en gros, ils travaillent énormément sur l'attente, en fait, en amont de ce parc d'attractions et autres. Et justement, ils ont commencé à faire des pilotes pour incorporer la VR dans les bus qui amènent justement dans ces parcs d'attractions, donc entre l'aéroport et le parc d'attractions, avec retour haptique, c'est-à-dire sur le bus, c'est-à-dire que vraiment, en fait, le bus sert de retour haptique.
dans des univers comme ça, complètement féeriques, qui leur est propre. Et du coup, je viens d'avoir, c'est marrant, je viens d'avoir là cet après-midi la confirmation que, bah, du coup, leur test s'était très bien passé déjà et on les félicite encore une fois. Mais qu'en même temps, c'est, quelque chose que cette fameuse entité, morale, du coup, va vouloir déployer de façon, massive. Ce qui rajoute une couche aussi, enfin voilà, ce qui fait suite à ce que tu disais. Ouais, ouais, carrément. Et là, sur le parc d'attractions, je trouve l'idée excellente. Voilà, ça peut être carrément fun d'avoir un. Alors, il y a tellement d'applications qui peuvent s'imaginer avec le retour haptique d'un bus. Il me semble qu'il y avait une marque de voiture qui avait essayé de proposer des choses dans ce sens-là aussi. Tout à fait, Euh, Audi. mais c'est ça. Audi. Audi avec un projet open source d'ailleurs. Suffisamment rare pour être noté. Suffisamment rare pour être noté, ouais, tout à fait. Et Volkswagen, je crois, qui a pris le relais avec quelque chose qui, pour le coup, n'est pas open source, mais qui marche mieux. Donc à voir ce que ça va donner. Mais effectivement, hein, la promesse était folle, c'est-à-dire pouvoir faire appel aux artistes des différentes villes, pardon, voire différents quartiers. Quand c'est des gros quartiers, genre Paris, Paris, voilà, enfin, je connais pas tous les quartiers, mais bon, bref. Et pouvoir soit demander à des artistes directement de les restructurer à leur sauce, soit directement d'avoir un aspect historique de ces quartiers. Et ça aussi, c'est complètement fou, juste fou. Ouais, Et ça touche aussi au déploiement, parce que là, pour le coup, on est sur le déploiement assez massif aussi. ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis il y a aussi une manière. Cette application-là, c'est ça qui est intéressant. Il faut aussi concevoir des contenus qui soient déployables facilement de manière large. Il y a des choses qu'on ne peut pas déployer parce que intrinsèquement, on n'a pas pensé le- l'application comme étant déployable. On connaît des applications qui vont être très difficiles techniquement à mettre en œuvre. On ne peut pas faire de l'auto-formation à la Walmart avec quelque chose qui demande un technicien derrière en permanence pour que ça fonctionne. Bien sûr. On est obligé d'avoir, voilà, il faut Une certaine aussi autonomie, avoir et, voilà. Une exactement. formation sur la technique à part entière, ouais, effectivement. C'est ça, et même plus loin, une formation sur l'encadrement de sessions de réalité virtuelle. Comment est-ce que un enseignant, par exemple, si on fait de la formation en présentiel, comment est-ce qu'un enseignant fait en sorte qu'il ait, je sais pas, 10, 12, 20 gamins Mhm. qui vont avoir des casques sur la tête pour faire quelque chose. Comment est-ce qu'il s'assure que les gamins sont bien en train de faire ce qu'ils ont besoin de faire? Ouais. Et comment est-ce qu'il présente les nouveaux exercices? Comment est-ce qu'il les contrôle? Comment, voilà, il y a Oui, toutes ces c'est ça. questions-là qui se posent. Il serait dommage de terminer un cours de sciences, effectivement, sur YouTube 360 notamment, pour ne citer que, voire même quelques enseignes un petit peu plus osées et érotiques. Mm. Comment dire? En effet. Donc tout ça, c'est les besoins de monitoring, finalement. Si je résume dans l'aspect... Enfin, si je reviens dans l'aspect purement technique, c'est ce qu'on appelle le monitoring, du coup. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est ce que là, moi, dans la slide, j'ai appelé le peu d'outils spécifiques pour les formateurs. Mhm. On n'a pas aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui existent, mais qui ne répondent pas forcément à tous les besoins. Des outils monitoring, par exemple, moi j'en ai vu, qui sont en ligne. C'est vachement bien, parce qu'on peut potentiellement gérer des sessions à l'autre bout du monde. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que par exemple chez nous, le réseau dans les collèges et les lycées n'est pas forcément toujours top. Ce qui fait que si ton réseau ne fonctionne pas, tu ne peux pas récupérer tes retours écran. Et si tu ne récupères pas tes retours écran, tu ne peux pas faire fonctionner ta session. Ouais, Moi, tout à fait. je l'ai fait, j'ai donné des formations dans ce cadre-là. On avait essayé, on avait 12 Oculus Go. On faisait une vidéo 360 et après on changeait d'application. La vidéo Mhm. 360, ça marchait parce que tout le monde était dans le bon lobby et devait juste en fait cliquer sur la bonne vidéo. Donc ça allait à peu près pour lancer. Au moment où il fallait changer d'application, on avait perdu tout le monde. Et quand on, non, mais et Ouais. si on n'avait pas tant qu'on n'avait pas de monitoring, on était incapable de le faire. Et ce qui a changé vraiment notre vie, c'est d'une part le monitoring et d'autre part quand on a développé la capacité à déclencher dans les casques les applications. De dire ok, bon maintenant on va aller faire la vidéo 360X et puis Ouais. après on ira sur l'application. Et tu lances la vidéo, tu lances l'appli, et eux, ils n'ont rien à faire. C'est ça. Alors là, d'un coup, C'est ça, c'est ça qu'on facilite. on n'est plus en mode les imposer effectivement d'être autonome et de connaître le produit, mais on peut prendre directement la main et être didactique, en fait, sur cet aspect-là. C'est exactement ça. Et ça a l'autre avantage d'évacuer une partie de technique pour le formateur.
Il se Bien sûr. retrouve, lui, à pouvoir se concentrer sur sa partie pédagogique, sur sa séquence de cours, ou sa séquence de travail X ou Y, hein, et de plus poser la question de comment est-ce que je fais marcher tout mon système pour arriver au résultat que je veux. Ouais. Mais dans la conduite du L'utilisation, changement, c'est complètement fou. Et d'ailleurs, tu auras peut-être plus de données que moi. Moi, j'ai les données du médical en fait en tête, sur lequel, en gros, ils se réunissent tous les 10 ans pour valider ou pas les nouvelles techno. Est-ce que dans d'autres corps de métier, c'est aussi long que ça? Je pense notamment, effectivement, notamment à l'éducation, sur lequel je pense que ça va être un changement assez violent quand même pour eux. Ouais, le problème avec l'éducation, par exemple, c'est que ça passe beaucoup par les collectivités territoriales. On va avoir des départements qui vont être très moteurs. Ouais, Voilà, moi j'ai vu des collèges où ils font de la robotique, de la web radio, de la programmation, ils sont intéressés par la VR, tout ça, puis d'autres ou moins. ouais. Parce qu'on n'a pas encore une volonté d'État qui nous dit maintenant on va faire des choses en VR. Ouais. Ce qui ferait franchement avancer le truc. J'ai vu ça, effectivement, le côté moteur de l'éducation nationale en fonction des campagnes, hein, bien évidemment, présidentielles ou autres. Voilà, on ne citera pas de nom, bien sûr, hein, on n'est pas là pour faire de la politique, mais voilà, il faudrait peut-être des campagnes présidentielles plus souvent, on va dire, pour que les choses évoluent. Ouais. C'est ça. Ou ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, il va falloir une décision politique si on veut faire avancer les choses fortement Bien dans le sûr. domaine de l'éducation nationale. Après, dans les entreprises, ça dépend des entreprises, hein. Il y en a qui sont plus ou moins tech. Et c'est là où la conduite du changement des entreprises est importante parce que, je, allez, je pense que je peux poser la main sur la table et miser. Euh, je pense que toutes les entreprises françaises, les grosses, ont dans leur département d'innovation des casques de réalité virtuelle. J'en suis à peu près persuadé. Oui, en tout cas, pas loin. Si c'est pas tous, En c'est tout pas cas, loin, pas hein. loin. Tout à fait. C'est ça. Et par contre, combien de ces entreprises ont une utilisation régulière des technologies immersives dans leur process de travail, de fabrication, de conception, de validation, Voilà. etc. Et c'est là où, voilà, Ouais, voilà. et c'est tout ce step-là, en fait, entre le déploiement de grande échelle et avant ça, la preuve de concept en département innovation qui fait son travail. Et c'est là où il faut qu'on arrive à trouver le tempo pour faire avancer tout le monde, en fait. Parce que Merci c'est là où ça Austri pour le coince. follow. Merci beaucoup. Ouais, non, mais tout à fait, tout à fait. Il faut trouver le tempo. Mais après, il n'y a pas que la techno. Il y a aussi, moi, pour avoir comme ça essayé de déployer des applications, enfin essayer de déployer des applications du coup dans des grosses boîtes de type gestion de chemin de fer. Qu'on ne citera pas non plus, hein, bien sûr. Mais on a aussi l'ergonomie. Et une feature qui était extrêmement attendue comme ça pour les déploiements massifs des gens, enfin, pour les gens, c'était justement des features assez inattendues qui étaient le hand tracking. Parce que, Ouais. mesdames et messieurs qui nous regardez, alors vous êtes peut-être habitués effectivement à avoir une manette dans les mains, mais il subsiste des personnes qui n'ont jamais eu de manette, que ce soit Xbox 360, PlayStation, enfin peu importe la marque, et à qui, lorsqu'on met des contrôleurs VR dans les mains, c'est-à-dire qu'en plus ils ne voient pas leurs mains, c'est une véritable catastrophe. Et donc, bon nombre en fait de mes tests du X comme ça s'étaient arrêtés là. Parce que, des fois, c'était compliqué pour eux, d'appuyer sur un bouton. Alors s'ils nous regardent, je suis désolé, bien évidemment, je vais pas vous mentionner, mais ouais, il m'arrivait lors de ces sessions de péter un plomb parce que, j'avais en face de moi une personne qui n'arrivait pas à cliquer sur un bouton A, alors que j'avais posé le pouce dessus, quoi. Ah ouais, Heu, non, mais c'est et compliqué ce des qui fois. est dément, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Enfin, moi, c'est ça que j'ai vu dans les déploiements que j'ai Ouais, pu tout à faire. fait. C'est il y a des personnes, on les voit arriver avec tous nos stéréotypes, tout ça, on se dit, lui, ça va être un cauchemar. C'est On ça. va devoir être avec cette personne tout le temps pour que toutes Jean-Pierre les de la techniques. compta, ouais. Jean-Pierre, exactement. Et finalement, c'est Et un pro player de contracteur. c'est ça. Et moi, j'ai vu des mecs comme ça, ils allaient tellement vite qu'on courait derrière pour les empêcher de s'arracher la tête avec le câble parce que ils voulaient partir à l'autre bout du hangar et en marchant sur un câble filaire, sur un casque filaire. Bon, on s'est fait quelques frayeurs. Et à l'inverse, on a vu des gens, des jeunes, 20-25 ans, des garçons. On se dit, bon, bah lui, voilà, ça va le faire. Et pas du tout. On lui donne les manettes dans les mains, il appuie sur tous les boutons et il serre les bras, et on lui met le casque et puis il rentre la tête.
Et là, c'est la panique parce qu'il y a tout qui se met à planter dans tous les sens. Donc, et ce fait qu'il n'y ait pas de profil type, c'est aussi un enjeu en fait du déploiement, parce Bah que oui. ça veut dire qu'on ne peut pas se baser sur une base solide de personnes qui iraient dans ce sens-là, quoi. Ah non, en effet. En effet. Et donc, la clé, pour moi, des déploiements, en tout cas, c'est de construire une stratégie. C'est ce qu'on a vu dans le cas Walmart, c'est que ils ont, ils ont pensé long terme, puis ils ont travaillé long terme, et ils ont vraiment pensé leur stratégie de déploiement pour pouvoir infuser leur entreprise et être capable d'aller plus loin. Donc, Mhm. on en revient à la culture des organisations, on en a un peu parlé. Voilà, la culturation des organisations. Euh, Chez Walmart, ça s'est fait aussi avec ce premier déploiement Walmart Academy. Parce que d'un coup, tout le monde dans l'organisation a pu voir un peu ces technos ou en entendre parler par un collègue qui est passé dans l'académie, etc. Donc ça commence à en parler. Ça crée une émulation, une attente par rapport à ça. Ce qui fait que on place les gens dans la bonne disposition pour arriver au résultat qu'on attend. D'accord. Connaître l'existant et les retours d'expérience, ça c'est plus pour aujourd'hui. Évitons de réinventer le fil à couper le beurre parce que ça a probablement déjà été fait ailleurs. Donc si on connaît bien ce Ça. qui se passe sur l'écosystème, du coup restez branchés sur les meet-up ETR parce que vous allez en apprendre pas. Bah Voilà, je oui, fais tout la à petite fait. promo au passage. Les émissions pro, les émissions de news et les émissions de meet-up sont là pour vous, hein, professionnels. Alors pas que, bien sûr, hein, pas que les professionnels, mais pour vous, pour que vous connaissiez le marché et que, ouais, c'est ça, et effectivement, on réinvente pas la roue, ou on ne se fait pas avoir également par un prestataire qui va vous surfacturer des prestations en nous disant non, il y a beaucoup de R&D, hein, vous savez, pour grab un objet comme ça dans Unity. C'est Non, non, ça. C'est c'est dur, très c'est dur. compliqué. Comptez au moins une équipe de 3 personnes sur 3 semaines. Enfin, non, bien sûr que non. Donc voilà, ces émissions sont là aussi, aussi pour ça. C'est ça. Allez, je finis la partie teasing, mais sur les retours d'expérience, il faut aussi aller voir ce qui se passe dans les autres domaines que le pro. Le jeu, par Oui. exemple, réinvente énormément de code du jeu en VR Mm. parce qu'il s'approprie plus ce média que des professionnels. Et en fait, notamment dans le domaine de la formation, il y a des idées à prendre dans le jeu vidéo qu'on peut appliquer dans, la, dans, dans la formation. Alors, Tout à fait. j'en ai pas comme ça qui me passe par la tête, mais je pense à Superhot en VR, le jeu, avec le fait que c'est ton corps qui contrôle le temps. L'idée est géniale et elle est parfaitement adaptée à la réalité virtuelle. Euh, Mhm. Ce qui fait que peut-être que il faut qu'on réfléchisse aussi à casser les codes et à casser ce qu'on peut faire dans le réel pour le faire en virtuel et apprendre différemment, apprendre mieux et collaborer différemment et collaborer. Ouais, tout à fait. Après, le terme, hein, il me semble, alors du coup, enfin, je pense que dans l'inconscient collectif, ce qui va regrouper un petit peu tout, c'est ce qu'on appelle le serious gaming. C'est-à-dire que finalement, c'est du Mm. jeu, mais ça sert en fait un propos, ça sert une formation derrière en fait. C'est-à-dire que normalement, en théorie, on va dire, encore une fois, hein, le terme est un peu galvaudé, mais un industriel qui voudrait apprendre une machine met un casque de VR, il est dans une espèce de jeu, et c'est ce qu'on appelle le serious gaming. Alors, c'est des termes qui commencent à changer en tout cas, mais voilà. Si vous le connaissez sous cette appellation-là, ne soyez pas surpris, c'est bien de ça qu'on parle. C'est ça, c'est exactement ça. Après, choisir la bonne technologie pour chaque cas d'usage. La bonne technologie, c'est valable pour la technologie XR qu'on va utiliser, vidéo 360, réalité augmentée, réalité mixte, etc., Mhm. réalité virtuelle. Mais aussi le support avec lequel on va le délivrer. Ça peut être un casque type Oculus Go ou Pico G2 ou Vive Focus. Et ça va pas avoir les mêmes usages qu'un casque type Quest 2 ou Neo 2, qu'un Vive, ou si on va taper dans l'extrême, qu'un Varjo. Voilà, on va pas acheter un Varjo pour faire la vidéo 360. Je l'ai encore jamais vu, mais on n'est pas à l'abri. Voilà, Ou alors, c'est une boîte qui fait beaucoup trop de bénéfices et on les encourage bien évidemment à se sub à cette chaîne, du coup, pour en lâcher un petit peu. Voilà, exactement. mais je suis sûr que ça doit exister, effectivement. Des gens, tu sais, un service IT, du coup, un pété de thunes, avec un directeur technique qui sait pas trop ce qu'il fait. Il se fait contacter ou il voit un mail de Vario, il voit nos news passer, comme quoi c'est un casque, effectivement, qui permet une vision exceptionnelle. Ouais, je suis sûr que ça doit pouvoir se faire dans certaines boîtes. Et, écoute, je connais une grande entreprise comme ça, je dirais pas le nom. Ils ont acheté, eux, tu sais, la pyramide de chez Alienware. Je crois que c'est Alienware.
Ouais, Alienware possible. ou Rogue, je sais pas. Tu sais, le PC à 10 000 qui est gigantesque et une Ouais, pour pyramide faire de la VR. pour faire de la VR. Eh ben, ils ont tout Voilà. compris. Ils ont tout compris, ces messieurs. Moi, voilà. Après, bon, n'hésite pas à leur forward le lien hein, de cette chaîne. Vraiment. Je pense Je qu'ils leur ont. en parlerai. C'est ça. Mais ouais, ouais, non, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Renseignez-vous, bien évidemment, sur une nouvelle techno. Et c'est pas parce que ça touche à l'IT, messieurs les DSI, c'est pas parce que ça touche à de l'IT que ça fonctionne exactement comme ce que vous connaissez, en fait, de base. Il n'y a pas de souci, il y a des consultants pour ça. ETR en fait partie, hein, d'ailleurs. On peut se porter consultant sur certains aspects. Mais voilà, n'hésitez pas à vous immersive learning, bien évidemment. Hein, c'est notre rôle en fait. On vous apporte l'expertise qu'on en a. Vous en faites ce que vous voulez, mais au moins vous êtes un minimum conseillé, quoi. C'est exactement ça. Et c'est un peu l'idée. Hein, c'est n'y allez pas seul. Acceptez de C'est ne ça. pas savoir. Posez les bonnes questions aux bonnes personnes qui, eux, vont faire en sorte de vous accompagner au mieux. Parce que, allez, ça va faire très discours commercial. Quelqu'un Vas-y. qui va se planter sur un déploiement VR va dire que euh, la technologie n'est pas mature. Voilà, C'est ça. ça C'est ne va exactement pas ça. remettre en cause son déploiement. Il va dire que la technologie n'est pas mature. Et, et ça va mettre un frein à tout le marché pour tout le monde. C'est-à-dire que les entreprises françaises ne peuvent pas produire de contenu parce que personne ne leur achète. Du coup, le Ouais, système c'est vrai. ralentit. Du coup, on a du mal à avoir des contenus de qualité. Et on se s'enlise dans une espèce de truc qui ne va pas. Alors qu'on a tout, notamment en France, hein, pour le faire. On a des gens qui produisent des casques, Lynxer. On peut aussi aller chercher à l'étranger, il n'y a pas de souci. Hmm. Et par contre, pour les contenus, en France, on a des centaines d'entreprises qui produisent des choses de grande qualité. Et beaucoup font grosse partie de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Ce qui est très Bah dommage, oui. je trouve. De toute façon, la fuite des cerveaux hein, dans l'IT, on en parle, on n'arrête pas d'en parler, mais on n'arrive pas à la stopper. C'est aussi dû à cette espèce de réticence en fait des entreprises. Bon, même si ça commence à changer, hein, on va pas. Ça commence à changer, mais c'est vrai qu'il y a une réticence en fait à passer le cap, ou alors, comme tu l'as dit, effectivement, à passer un cap de façon complètement inappropriée, et du coup faire un mauvais rex, un mauvais retour d'expérience en fait dessus, en disant, bah ouais, finalement, c'est pas nous qui nous sommes plantés. C'est juste, voilà, la techno était pas au point, qu'est-ce que c'est que ce gadget, quoi? Donc C'est pas prêt, c'est ça pas prêt. c'est un peu Voilà, dommage. c'est ça. C'est un peu dommage des fois. Exactement. Donc ça, tu vois, ça couvre un peu mon point 4, identifier les prestataires adéquats. Voilà, Mmh. ça va avec. Hein. Vous achetez pas un mec qui va vous vendre une 4L au prix d'une Ferrari, mais Bien sûr. il y a quand même moyen de faire un peu entre les deux. Et surtout, c'est vraiment, et c'est ce que je disais dans la Rex Walmart, hein, il faut concevoir des contenus qui soient réellement qualitatifs. Parce que sinon, on se retrouve avec cet effet wow bof qui est de je mets le casque, c'est génial, je l'enlève, je sais pas quoi en faire en fait. C'était vachement bien, Ouais, mais en même temps, ça ne me sert pas à grand chose. Et ça, c'est à mon avis un des gros soucis. OK. Tu Adapter les pratiques. as de nouveau un petit souci de slide, je te laisse corriger ça. Ah bah, c'est bon, c'est revenu tout seul. OK, parfait. C'est Hop, bon, c'est je revenu. le remets en plein écran. Ce PC a une âme. Donc, ouais, non, là, je crois qu'il a aussi envie de partir en vacances. Tu vois. On va, voilà, moi je pense qu'il faut adapter les pratiques, les postures des passeurs de savoir. Donc nous, passeurs de savoir, c'est vraiment la boîte des gens qui vont faire de la formation en général, des Mmh. profs, des accompagnants culturels, des formateurs professionnels, etc. Enfin, les gens qui ont quelque chose à transmettre. Et les accompagner dans la durée. Il ne faut pas les lâcher dans la nature en mode tiens, voilà ton casque, voilà ton application et ton goûter et va faire court. Ça marche pas, c'est Ouais. pas possible. Il faut qu'ils aient un centre de ressources quelque part avec des gens qui savent, où ils peuvent poser des questions, ou un réseau de personnes auxquelles il peut Bien sûr. s'adresser et créer de l'intelligence collective là-dessus. Repenser les lieux d'apprentissage, on en a parlé. Réussir la mise en œuvre et les déploiements et s'assurer de l'usabilité. Bon, bah ça, c'est un peu la grande phrase. Vous plantez pas surtout sur le premier. Le premier, c'est vraiment celui où il va falloir mettre le plus d'argent, le plus de temps, le plus de ressources pour que ce soit un succès. Parce que si le premier n'est pas un succès, il n'y aura jamais de deuxième. Et on va passer à Ouais. côté de quelque chose qui, de toute façon, va impacter le marché, puisque les Américains, les Chinois, les Coréens, les Japonais sont en train de pousser très fort dans le domaine de la VR et de transformer leurs organisations un peu à marche forcée
en intégrant ces technos-là. Là, sur les côtés, par exemple, on a une salle de classe en Corée avec des vrais focus. C'était il y a 2 ou 3 ans, je crois. Ouais, 2 ans peut-être. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est un truc comme ça. Et voilà, ils partagent une vidéo 360 en collectif comme support de cours. Aujourd'hui, en France, c'est impensable. Pourtant, c'est un vrai nouveau média qui va permettre d'enrichir énormément les cours. Imaginons un cours d'histoire où, au lieu de te parler de la Grèce antique, on t'y met. On te fait jouer à Ça n'a pas Medal le of même Honor. impact. Voilà, on fait jouer à Medal of Honor pour aller refaire le débarquement en Normandie. Mais c'est bête, mais en vrai, ça marcherait super bien. Ouais, mais pourquoi pas, sur 10 minutes. Et après, tu repasses potentiellement à un cours magistral. Enfin voilà, mais au moins, d'une, ça t'aura fait une petite pause, ça t'aura immergé quand même dans quelque chose. Et puis, oui, non, pourquoi pas, pourquoi pas. Ou tout simplement Et alors, l'aspect chimie atomique, enfin tout ce qui est de l'ordre du microscopique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous retrouver. Enfin, en VR, on va pouvoir jouer sur la démesure, en fait, les volumes, et du coup se retrouver à l'échelle d'une fourmi pour voir certaines choses, ou voire même encore à l'échelle de l'atome. Ça oui, peut être vraiment cool. une application que j'aime beaucoup en VR, c'est Neos VR. Alors, elle existe sur Feu Logo, donc elle doit se trouver sur le store du Quest, à mon avis. Possible. Et en fait, c'est une application toute bête. En vidéo 360, tu commences à l'échelle femtomique, 10 moins 18 mètres, donc 0, 18, 0 et 1, 1. Mhm. Et tu vas aller jusqu'à 10, 32, donc 1, 32, 0. C'est-à-dire de l'échelle de la plus petite brique de matière connue jusqu'à faire tenir l'univers visible au creux de la main. Et en fait, tu vas passer toutes les échelles en ayant à chaque fois des modèles 3D qui gravitent autour de toi, qui correspondent à la taille à laquelle tu es. Super bien pour apprendre justement ce qu'on apprend dans tous les cours de physique, c'est l'échelle de 10, tu les apprends en collège-lycée, je crois. Ouais. Voilà, Ça apprend aussi c'est l'humilité au passage, hein, ce qui fait que ça peut oui, vous faire, voilà, ça pourra vous faire une licence ou un bac pluridisciplinaire. Voilà, c'est science et humilité. c'est pas plus mal. exactement ça. Non, mais voilà, et on peut, c'est le côté génial de cette technologie, c'est qu'on Oui, peut absolument tout modéliser, on peut tout imaginer, par contre, il faut le faire bien. Sinon, ça marchera jamais. tout à fait. Mesurer et garantir l'acquisition des compétences, ça c'est vraiment spécifique au module de formation. C'est ne pas concevoir la partie VR comme un gadget, c'est la concevoir comme faisant partie Un d'un vrai tout projet. dans la séquence. C'est ça, un vrai projet. Et du coup, ça entraîne de l'intégrer efficacement dans les structures learning et SIRH. SIRH, c'est Système d'information des ressources humaines. Ouais. Et celui qui manque là dans mes deux, c'est DSI. Les DSI sont à mettre autour de la table très tôt dans un projet. Parce que c'est elles qui vont, d'une part, devoir gérer les matériels, donc il faut quand même qu'ils soient un peu au courant de ce qui va se passer, et d'autre part, c'est Puis eux qui pousser vont devoir l'innovation. accompagner, pousser l'innovation, Ouais, et pousser puis l'innovation au sein de la boîte. c'est ça, et si on parle de systèmes en ligne, il va quand même falloir discuter un peu avec eux pour ouvrir les pare-feux, pour faire valider Infrastructure. les applications, les infrastructures, tout ça. Il y a tout un enjeu autour de ça qui est pas évident en fait, et qui va être à voir pour que ça se passe bien. Bah écoute, moi j'arrive un peu au bout de ce que je voulais D'accord, ok. raconter ce soir. Ça marche. Voilà. Moi, du coup, je rebondirais bien sur deux petites histoires, deux belles histoires. Du coup, la première, c'est Bell Helicopter, que tu connais peut-être. La société Pas comme de ça. création d'hélicoptères américaine qui, avant, mettait 10 ans pour faire un prototype. 10 ans. Avec itérations successives, c'est-à-dire voilà, vous allez commander votre tableau de bord, il arrive à l'échelle 1 pour 1, il a coûté une blinde, il arrive, ah bah non, regardez le bouton là, il est pas bien à la bonne place, machin, bidule. On le renvoie, on en refait un et autres. Donc 10 ans, il fallait 10 ans à peu près pour construire un vrai gros prototype, quoi. Leur flagship hélicoptère. Et bien leur dernier modèle s'est fait en 6 mois. Grâce à la VR, c'est un gain d'argent et un gain de temps, parce qu'il n'y a rien de plus démotivant, on va dire, pour des ingénieurs, que d'y aller par Passer 10 ans sur itération un très longue, comme ça, voilà, c'est ça, et de passer 10 ans, ça épuise tout le monde, c'est une catastrophe. Et puis forcément, quand on passe 10 ans sur un projet, je vous cache pas que les investisseurs sont aussi vachement plus hargneux, et voilà, ont tendance à vouloir rendre des comptes sur la fin du projet assez rapidement. Donc voilà, on passe de 10 ans à 6 mois, c'est juste colossal. On a énormément, on a UPS également qui forme ces conducteurs
c'est livreur en fait en VR à l'heure actuelle. Je sais plus si c'est en phase de pilote ou si c'est réellement déployé à 100%. Mais en tout cas, c'est en cours et ça fait partie des gros projets. Et je voudrais soutenir, et si vous avez encore des doutes sur la formation VR, alors ce cas ne peut pas s'appliquer à tous. Salut Itch, salut à toi. Le cas ne peut pas s'appliquer à tous, mais dans la maintenance d'éoliennes, ils avaient un gros problème. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une éolienne, si vous n'êtes pas déjà rentré et essayez de vous trouver une application VR, vous verrez, c'est tout petit. Vraiment tout petit, c'est à 20 mètres du sol, enfin je sais plus exactement. Enfin bref, énormément pour former les gens, des techniciens de maintenance éolienne, c'était extrêmement coûteux. C'était un formateur pour une personne, avec les soucis de sécurité, avec les... Enfin voilà, tout ce qui va avec. Maintenant, c'est un formateur pour 20 personnes, ils sont dans un casque VR, c'est effectivement, vous avez le prof qui est directement dans l'expérience et qui vous montre ce que c'est, avec une synchro, enfin les coûts sont... Pour le coup, là j'ai pas les chiffres des coûts, mais en tout cas, c'est vraiment clairement divisé. Je vous en supplie. Pensez à votre compte en banque, pensez à l'innovation aussi, à l'image en fait que ça donne de votre entreprise quand vous offrez ce genre d'expérience. C'est vraiment un tout et un tournant qu'il faut pas prendre dans 10 ans, quoi. C'est maintenant. C'est vraiment maintenant. Voilà. C'était mon discours un peu moralisateur commercial. Enfin voilà. Mais effectivement, c'est pas dans 10 ans qu'il faudra le faire. Parce qu'on aura perdu nos cerveaux, on n'aura pas créé d'émulsion autour de ça, et ça va être catastrophique. Tu vois, là pour le coup, c'est tout le propos de l'asso France Immersive Learning, c'est venir discuter, faites du réseau, mettez-vous dedans, plongez-vous dedans, et vous verrez, parce qu'en plus, il y a quand même des milliards d'idées qu'on n'a même pas. Tu parlais d'éoliennes, tu vois, c'était Airbus à Saint-Nazaire, à l'époque où je travaillais chez Airbus, on avait des collègues qui exploitaient des caves à Saint-Nazaire, et ils voulaient, pour la maintenance des éoliennes en mer, vu que c'était super risqué pour la personne dedans, il faut imaginer que sur une éolienne en mer, on vient déposer le mec en hélicoptère, il s'arnache au truc, et puis après, il va faire sa manip. Donc, c'est quand même pas le truc le plus agréable du monde. Ils doivent kiffer, eux, mais... en tout cas, j'espère. J'espère qu'ils adorent ce métier. Parce que... J'espère aussi. Mais en tout cas, pour sécuriser les opérations et sécuriser le bonhomme, ce qu'ils avaient imaginé, c'était de mettre un autre opérateur en VR dans un cave, qui lui reproduit l'opération donc au sec, au chaud et sans vent. Ouais. Et c'est lui qui faisait la checklist. Tu vois, il était en contact audio avec l'autre opérateur et il lui dit, bon, on enlève le capot A, on va dévisser la vis Intel, et il lui donnait la procédure au fur et à mesure en la faisant avec lui. Ça, c'était une des idées, et c'était une excellente idée qui s'applique dans le nucléaire, en fait, aujourd'hui. Également, ouais, tout à fait. Pas en VR, mais on fait ce genre de double check comme ça dans d'autres opérations. Et, ça commence à venir dans le nucléaire. Ouais, également. Doucement, mais sûrement, ouais. Et tu parlais de ROI industriel. Quand moi j'opérais un cave, j'ai opéré un cave à l'époque, j'avais mis en place des petits fichiers de retour pour savoir combien les collègues qui venaient valider leur conception gagnaient en ROI, parce qu'à la fin, on sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. En un an, oui. C'est ça. En un an, on avait économisé plus de 2 millions d'euros sur les opérations de conception. Parce que en marge basse, c'est-à-dire que c'était juste des jours de temps qui nous auraient pris à détecter le problème. On ne parle pas de la résolution. Et pour les industriels qui nous écouteraient et qui ne seraient pas encore convaincus, on avait une petite passerelle qui avançait pour faire un élingage d'une pièce. En VR, on s'est rendu compte que l'inclinaison de la passerelle était trop grande, donc l'opérateur ne pouvait pas s'appuyer dessus. La barrière était trop loin, donc il ne pouvait pas aller désélinguer la pièce. On a fait la chaîne de calcul depuis ce point-là jusqu'à revenir à une passerelle relevée de 10 degrés et donc qui permettrait de faire l'opération. Le tout, quand on prend tout en compte, c'est 60 000 euros. Donc quand on dit 2 millions d'euros, c'est vraiment une estimation très basse de coûts qui ne sortent pas. Et c'est, à mon avis, dans l'industrie, en tout cas la conception, l'un des gros soucis, c'est que c'est de l'argent qui ne sort pas. En fait, on empêche de l'argent de sortir. Oui, du coup, ça se calcule moins bien. C'est ça se calcule pas très bien. Enfin, la vélocité se calcule plutôt bien. Moi, je voudrais juste rajouter un petit truc, effectivement, pour terminer, c'est que si effectivement les industriels qui nous écoutent, après ce qu'on vient de dire, les exemples, alors bien évidemment, on demande à personne de nous croire sur parole, c'est le cadre des meet-up,
Vous avez un animateur, vous avez un expert, on est là pour en discuter, mais bien évidemment, c'est un point de vue. Renseignez-vous, Mmh. renseignez-vous, allez-y, fouillez, faites-vous plaisir. Nous, on entrecoupe nos sources et on se met en phase. Mais voilà, ne croyez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas sur parole, allez chercher un petit peu et croiser les sources. Ça sera toujours mieux. Mais si vous n'êtes toujours pas convaincu, effectivement, sur ces exemples-là, moi, personnellement, je suis un petit peu moins diplomate que toi, Louis, je ne peux rien pour vous, hein. Voilà, tant pis. C'est voilà, et c'est là où il y a une petite différence, c'est que moi je vais être plus dans la partie consultant et toi tu vas être un peu plus dans la partie, effectivement, on fait découvrir effectivement avec, Immersive Learning, on fait découvrir aux gens un petit peu plus didactique, on va dire. Moi je suis un peu plus rentre dedans, là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des choses fascinantes à faire et là on parle VR, mais il y a de l'AR, je donnais Ah oui, l'exemple bien notamment sûr. de Volkswagen qui vous offre maintenant une application avec son dernier Cross UV du coup à l'échelle 1 pour 1, ne serait-ce que pour regarder si ça tient dans votre garage. Ce sont des fonctionnalités comme ça qui ne sont pas encore à l'esprit des gens, mais demain, il n'y a aucune Mmh. raison qu'un jour vous achetiez une voiture et que, alors soit vous mesuriez au mètre, voilà, ou soit que vous vous rendiez compte qu'une fois la voiture garée, vous pouvez plus voir les portes, quoi. Voilà, c'est une nouvelle Non, ère, mais il faut vraiment la choper, quoi. c'est ça. Et puis, et au-delà de faut vraiment la choper, il faut se souvenir que le jour où on va être en retard, on n'est pas en retard de 6 mois, on est en retard d'au moins 3 ans. Si on reprend le cas Walmart. C'est le jour où les collègues sortent leur système de conception VR, leur machin, enfin, quel que soit le truc qu'ils ont fait avec les techno XR, il faut se dire que pour les rattraper, c'est plusieurs années en fait, c'est pas 6 mois. C'est pas juste Ouais, on tout à s'y fait. colle et on y arrive. Il y a un gros taf derrière. Tout à fait. Et Merci que la beaucoup. marche forcée, ça marche pas. Ah, désolé. Merci beaucoup, Levi Gab de la Street, qui follow la chaîne. Merci à toi. Un grand plaisir d'avoir des nouveaux, hein. Installez-vous. Alors, j'espère que ce meet-up vous a plu. Nous, on va le clore ici, mais la soirée ne s'arrête pas. D'ailleurs, Louis, on va te retrouver très très vite, hein, parce que du coup, l'émission de news commence Ouais, d'ici 14 minutes, bien évidemment, et nous serons à l'heure, bien sûr, comme d'habitude. c'est Euh, ça, tu vois. Je m'étais dit qu'il fallait quand même, vu qu'on va mettre des gens sur le grill tous les jeudis sur les meet-up, je me suis dit que je pouvais me plier à l'exercice une fois, savoir ce que ça fait c'est ça. et ce qu'on fait subir aux gens quand ils Et viennent nous alors, voir. qu'est-ce que ça fait? Voilà. Qu'est-ce que Et bah ça écoute, fait? c'est plutôt sympa. Ouais? C'est plutôt une bonne expérience, ouais. Ouais, ouais. Ok. Vraiment agréable. En tout cas, j'espère que ça plaît également à vous, hein, à vous qui nous regardez. Un grand merci. Un grand merci. Vous êtes nombreux ce soir pour l'émission professionnelle. On vous en remercie. D'ailleurs, n'hésitez pas, on parle de professionnels, mais très clairement, même en tant que particulier, vous avez aussi un rôle potentiellement à jouer sur la VR, ou du moins pour les découvrir. En tout cas, on va tout de suite passer d'ici 15 minutes. Mais vous serez là avec moi, j'ai prévu un petit truc, vous serez là avec moi pour le setup, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour les news qui démarrent dans 15 minutes, on en a pas mal, on va accueillir donc Louis, enfin réaccueillir Louis, du coup, qui était déjà là, Mathieu et Rames qui vont nous rejoindre pour cette émission. On va faire le tour de l'actualité, de la VR, de la XR, de la R, des technos immersives d'une façon générale. C'est dans un quart d'heure, mais on fait une toute petite pause et vous serez avec moi, vous allez voir pour le setup. On va briser un petit peu les codes, parce qu'on est comme ça aussi, et qu'on est en phase de bêta. Donc, à tout de suite. Je mets une pause là allez, 3 minutes à tout casser, le temps de récupérer tout le monde sur le chat. On arrive, à tout de suite.